Bonjour à tous et bienvenue dans la semaine de l'écho. Je vous présente tout de suite mes invités. Avec nous, Marie-Françoise Bechtel, bonjour. Elle est députée du mouvement républicain et citoyen de Jean-Pierre Chevènement. Avec nous également Philippe de Sertine, bonjour, professeur de finance à l'université Paris 10 Nanterre, directeur de l'Institut de haute finance et puis auteur du Gué du Tigre. Et c'est chez Anne Carrière. Vous parlez de la Chine dans ce livre. Avec nous également Guillaume Duval, bonjour, rédacteur en chef d'Alternatives économiques. Ce mois-ci, c'est Où va la France avec François Hollande en une. Et Michel Meunier, bonjour, ancien président du Centre des jeunes dirigeants et directeur du développement du groupe Centaure. Alors, cette semaine a été marquée, bien sûr, en France par Florange. Le gouvernement a trouvé un accord avec Lakshmi Mittal. Nous avons sauvé les emplois, martèle Jean-Marc Ayrault. Je tiendrai mes engagements, a dit François Hollande. Mais les syndicats, les salariés se sentent trahis. Dernier rebondissement, le retrait de l'appel d'offres d'Ulcos, le fameux projet européen. Seul espoir de sauver le site. Alors, Lakshmi Mittal a-t-il tout gagné? En tout cas, ce climat coïncide avec une question autour du crédit d'impôt compétitivité de François Hollande. Est-ce un cadeau aux grandes entreprises? Quelles sont les contreparties? Enfin, Starbucks accepte de payer 10 millions de livres par an au gouvernement britannique pour mettre fin à l'accusation d'optimisation fiscale. Amazon ou Google suivront-ils? Avant d'en débattre, Farah Bouchrak fait le tour des unes de la semaine. Les multinationales doivent-elles payer plus d'impôts? Oui, répondent sans hésiter les députés au Royaume-Uni. Ils ont convoqué les patrons de Google, Amazon et Starbucks, 3 groupes qui en toute légalité paient peu d'impôts en domiciliant leurs profits dans les pays où la fiscalité est faible. Légal mais immoral, s'indignent les élus britanniques qui demandent au fisc d'agir. Victoire écrasante d'Angela Merkel, reconduite à la tête de son parti, la CDU. Avec 97,3% des voix, c'est décidément la femme forte de l'Europe et elle compte bien le rester après les législatives de 2013. Arnaud Montebourg amer, tout comme les syndicalistes de Florange après leur rencontre avec Jean-Marc Ayrault. Le Premier ministre n'a pas su les convaincre du bien fondé de l'accord conclu avec ArcelorMittal. Il a dit qu'il a pris ses responsabilités. Je lui ai répondu qu'il portera donc la responsabilité de la fin de la sidérurgie lorraine. Plus de 600 emplois sont préservés. Il n'y aura pas de licenciement. Vous savez, je le répète, dans beaucoup de régions de France, on voudrait avoir le même résultat. C'est une première, les taux français à 10 ans passent sous le seuil symbolique des 2%. Jamais l'Hexagone n'avait bénéficié de si bonnes conditions de financement. Une situation d'autant plus paradoxale que la France a perdu son triple A chez Standard & Poor's et Moody's. Et puis le feuilleton Florange continue. ArcelorMittal se désengage pour le moment du projet européen Ulcos, un programme qui vise à produire de l'acier plus écologique. Motif, des difficultés techniques, affirme la direction. Un nouveau coup de massue pour les salariés que François Hollande a tenté de rassurer. Tous les engagements qui ont été pris seront tenus. Faire que ce projet Ulcos voit le jour auprès de l'Europe sera mené à bien. J'en fais ici la promesse. La crise de la zone euro frappe à son tour l'Allemagne. La Bundesbank révise à la baisse ses prévisions de croissance du PIB allemand. Elle passe de 1% à 0,7% en 2012 et surtout de 1,6% à 0,4% en 2013. Et pour enfoncer le clou, la Banque centrale allemande ajoute même que le pays pourrait entrer en récession au premier trimestre l'an prochain. Marie-Françoise Bechtel, est-ce que vous avez été convaincue, vous, par Jean-Marc Ayrault et François Hollande sur cette affaire de Florange? La question est extrêmement difficile et faire le point sur l'affaire Florange aujourd'hui, c'est comme faire le point en pleine tempête. Oui, il y a eu un accord. Oui, mais il faut voir d'où viennent les difficultés et pourquoi il est très difficile d'en sortir par le haut maintenant. Cela fait maintenant 30 ans que le contribuable français a alimenté la sidérurgie. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? On a donné un statut européen, on a ouvert au marché mondial et au grand vent du marché mondial. Monsieur Mittal est arrivé et les milliards de contribuables français se sont retrouvés dans des investissements qui d'ailleurs n'ont pas toujours été suivis des faits. Et c'est dans ces circonstances qu'on arrive à une crise de l'acier alors que la France, l'Europe tout entière produit de l'acier, les États-Unis produisent beaucoup d'acier, il y a une demande mondiale et c'est dans ces circonstances qu'on veut faire le point en pleine tempête.
Et ça, c'est effectivement très difficile, parce que de deux choses l'une, où on préserve l'emploi et on dit, sans le dire tout en le disant, l'acier français, enfin du moins une partie de la filière est condamnée, ou bien, ça on ne le dit pas, parce que c'est indicible au vu de tout le passé et peut-être même de l'avenir. Donc on ne dit pas la vérité là, si on ne dit pas ça. On ne dit pas peut-être l'ensemble des réalités, mais ces réalités sont mouvantes. De même que dans le passé, on a suralimenté l'industrie sidérurgique au prix, encore une fois, un prix très élevé pour les contribuables. De même, dans l'avenir, il y a quand même peut-être des possibilités de développement de l'acier. En tout cas, c'est ce que montraient les chiffres de 2010-2011. Il y avait une augmentation de la croissance qui était, je crois, de 7% pour la seule demande satisfaite par la France. En tout cas, le leader syndical CFDT, chez ArcelorMittal, Édouard Martin, lui dit on s'en trahit, on entend tous ces salariés dire même qu'ils ont été entubés pour utiliser leurs mots. Moi, je suis très sensible à ces propos. Vous savez, on parle de Florange, mais il y a des mini-Florange dans toute la France. Je suis une élue du Soissonnais. Je peux vous dire que l'entreprise de fonderie Focast, l'entreprise Baxi, qui fait des chaudières pour le groupe BDR de Dietrich, sont complètement maintenant laminées, alors qu'elles ont des salariés de haut niveau et des sites qui pourraient fonctionner. Les petits Florange arrivent, ils sont partout. Donc, la solution, enfin, je veux dire, cet accord, c'était quand même un bon accord pour vous ? La solution, elle est beaucoup plus globale. Et la solution, elle est dans la mobilisation nationale pour l'industrie. Elle n'est pas purement sur Florange. Il faut, dans ce pays, reconstruire un aménagement du territoire. Il faut reconstruire des plans de financement des industries moyennes ou naturellement plus importantes. Il faut aller de l'avant sur la mobilisation industrielle. Et l'espoir que j'ai, c'est que toute la classe politique aujourd'hui dit qu'il faut de l'industrie, qu'un pays sans industrie est un pays mort. Alors qu'il y a encore 4-5 ans, les économistes patentés, les plus connus sur la place publique, dans les magazines économiques notamment, oubliaient que l'industrie était importante. On dit ça, mais on a l'impression que Lakshmi Mittal a remporté, en tout cas cette manche, Philippe de Sertine. C'est-à-dire, je crois vraiment, on sent bien que quand on évoque le problème Florange, il y a vraiment plusieurs questions successives qui se posent et qui sont très différentes. Il y a évidemment la gestion de la crise du point de vue gouvernemental, et là, les questions qui se sont posées autour de l'intervention d'Arnaud Montebourg. On a la question de la présence de M. Mittal, et ça, c'est une question effectivement qui est posée depuis 2006, depuis le moment où M. Mittal avait fait une double OPA hostile sur la sidérurgie française, on va dire, à ce moment-là, et peut-être il aurait fallu contrer à ce moment-là. On a la question de la sidérurgie française, on a la question de la sidérurgie européenne, la manière dont elle doit évoluer, et en particulier les projets pour améliorer d'un point de vue écologique, le mode de fonctionnement de la sidérurgie. Et on a aussi, évidemment, la crise actuelle, c'est-à-dire le fait qu'actuellement, nous sommes dans une surcapacité de production d'acier par rapport à la demande. Mittal. Oui, et il a raison, enfin, ça, il n'y a pas de doute. Mais ça ne veut pas dire nécessairement que ce soit définitif et que ce soit durable. Mais ça veut dire qu'effectivement, aujourd'hui, évidemment, on est confronté à tous ces problèmes en même temps, et c'est pour ça, peut-être que parfois, notamment les salariés, mais pas uniquement, ont du mal à se retrouver dans les décisions et dans les allers-retours que l'on a pu constater ces derniers jours. Est-ce qu'on a fait justement le fait de faire miroiter cette nationalisation ? Est-ce que c'était important, Guillaume Duval ? Finalement, le gouvernement a trouvé une posture de négociation en brandissant cette menace de la nationalisation, mais est-ce qu'il n'est pas allé trop loin ? Aujourd'hui, on se rend compte que les salariés sont déçus parce qu'ils attendaient. Peut-être ça a réveillé une sorte de romantisme de gauche, cette idée de nationalisation qui finalement n'a pas eu lieu. On dit la critique est facile et l'art est difficile, mais c'est vrai dans beaucoup de secteurs, mais en particulier dans le domaine du gouvernement d'un pays comme la France et dans le domaine d'une crise économique, industrielle comme aujourd'hui, et en particulier sur le terrain de la sidérurgie. Et c'est vrai que sur ce plan-là, nous, on a toujours été plutôt sceptiques vis-à-vis de la menace ou de l'idée de nationalisation. D'une part, parce qu'existe aujourd'hui un énorme problème de surcapacité sur le terrain industriel en général et sidérurgique en particulier. D'autre part, se pose sur la question de la sidérurgie. Si vous voulez, historiquement, il y a des hauts fourneaux en Lorraine parce qu'il y avait du minerai de fer et du charbon pas loin. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est importé en France. On a construit des installations à Fos-sur-Mer, à Dunkerque. Et ça paraît malgré tout plus rationnel sur le plan strictement industriel aujourd'hui de voir un avenir pour la sidérurgie, en tout cas pour sa phase chaude, dont il est question ici, au bord de la mer.
Donc ça, on avait des doutes sur la capacité de l'État français à nationaliser et surtout, une fois qu'il aurait nationalisé, à en faire quelque chose de viable. Et il faut bien se rendre compte que cela aurait été Donc c'était une posture de négociation. Ça aurait été coûteux pour les finances publiques. Ça aurait probablement été coûteux pour les finances publiques aussi. 1 milliard d'euros, c'est ce qu'a dit Jean-Marc Ayrault sur le coût. Ça aurait été probablement coûteux aussi pour les finances publiques de trouver un repreneur. Il aurait fallu lui faire quelques cadeaux supplémentaires pour qu'il accepte de reprendre l'installation, etc. Avec des risques importants vis-à-vis de la Commission européenne à ce moment-là. C'était une affaire très risquée. Donc que ce soit utilisé comme arme dans la négociation, c'est une chose. Qu'on aboutisse à un accord avec Mittal, ça me paraissait plus raisonnable. Après, la qualité de cet accord on sauve les emplois, c'est ce que dit Jean-Marc Ayrault. Oui, la nature des contreparties. La moitié, seront quand même mis en pré-retraite. Oui, la nature des contreparties et la réalité de ces contreparties posent manifestement question. C'est vrai que M. Mittal a l'habitude de ne pas tenir tous ses engagements et de faire quelques promesses qu'il ne tient pas derrière. Bon, la situation économique est-elle aussi difficile ? Il faut certainement y regarder de plus près, mais le fait qu'on soit allé dans cette direction-là ne me paraît pas choquant. Michel Meunier, alors vous êtes l'homme du privé, entrepreneur. Vous êtes aussi l'homme du privé. Enfin, jeune dirigeant, pardon. Vous étiez président du Centre des jeunes dirigeants. Donc, quel est votre point de vue justement sur ce bras de fer entre le gouvernement français et ArcelorMittal? Ça a été dit, mais il faut regarder que ce marché est un marché mondial, et donc la question est mondiale, que deuxièmement, il y a une question européenne, puisque l'Europe a été créée notamment avec la CECA, la Conférence européenne du charbon et de l'acier, et que cette question de la métallurgie, elle devrait être traitée à l'échelle européenne, sauf qu'on a un problème en France, c'est qu'on a une Europe qui ne fonctionne pas, une Europe politique qui ne fonctionne pas. Puis là, vous mettez tous les sites à ce moment-là en concurrence, ceux du Luxembourg. Mais on fait partie de l'Europe, on est européen, et que c'est à ce niveau-là que se pose la question. On a la même chose aujourd'hui dans l'automobile, on voit comment évoluer la France par rapport à l'Allemagne. L'Allemagne sort son épingle du jeu parce qu'il n'y a pas de concertation à cette échelle européenne. Alors, projet Ulcos, projet européen, ça sauvera Florange ? Ça ne sauvera pas Florange. Il y a à un moment donné des investissements qui doivent être faits. On a un problème de vision et de stratégie parce que l'action politique qui est menée, ce qu'on oublie de dire aussi, c'est qu'elle est uniquement curative, c'est-à-dire qu'on ne traite pas du tout, on n'a jamais traité, parce que depuis 30 ans, nous n'avons aucune politique industrielle française. Les hommes et femmes politiques de ce pays n'ont pas traité l'évolution de ces métiers et les changements. Il y a une adaptation au changement du fait qu'on est dans des marchés mondialisés, et le problème, c'est qu'on traite le jour où on est au bord du gouffre. Effectivement, il est un peu trop tôt maintenant sur l'accord qui a été passé, mais si on fait un peu de prospective et qu'on se projette sur l'évolution de ce secteur d'activité, on sait que c'est comme si on se posait la question il y a 20 ou 30 ans, est-ce que les mines allaient s'arrêter ou pas ? Oui, elles se sont arrêtées. Et oui, peut-être que les hauts fourneaux s'arrêteront parce que ainsi va le monde et ainsi va les changements. Comme disait Francis Blanche, mieux vaut penser le changement que changer le pansement. Et qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? On ne fait que penser le changement, que changer le pansement, parce qu'on n'a pas pensé le changement. Marie-Françoise Bechtel, on ne fait que changer le pansement. Vous êtes d'accord avec ça ? Oui, je suis. Ce projet Ulcos, qu'est-ce que vous en pensez aussi ? Je ne suis pas sûre que le projet soit un effet viable, mais est-ce que la question est là ? La question est de savoir quand même si on peut ou non faire une production d'acier dans ce pays, compte tenu du fait que la croissance derrière ne suit pas. Et je vois que les producteurs d'acier se félicitaient, je le rappelais tout à l'heure, encore fin 2000 de leur production, disaient qu'en 2011 elle allait augmenter et se commençaient à s'inquiéter de la croissance européenne. Vous avez parlé de l'Europe, il est parfaitement exact que la croissance s'effondre dans la zone euro pour des raisons qui sont d'ailleurs largement liées à l'euro lui-même et au corset de fer qu'il met autour d'économies disparates. Et c'est donc cet ensemble de choses qu'il faut regarder pour avoir une idée. Mais je crois qu'il faut globaliser le problème. Encore une fois, la question est de savoir, est-ce que ce pays, qui a de grands atouts, veut ou non se donner un avenir industriel. Et de ce point de vue, je dois dire que le discours de mobilisation industrielle que tient Arnaud Montebourg me semble un excellent discours et qu'en tant qu'élu, je suis prête à le relayer auprès des entreprises, pas seulement les entreprises en difficulté. Là, il a été désavoué, Arnaud Montebourg. Vous savez, les méthodes, ça va, ça vient. C'est pas la question est de savoir si le discours qu'il tient a ou non sa place. Et je crois que cette place est aujourd'hui reconnue. Vous savez, la psychologie, c'est quand même très important. Oui, justement, la psychologie est le symbole. Oui. Parce que là, on est dans le symbole et aujourd'hui, la communication autour du symbole. Non, mais je veux dire la psychologie de la mobilisation.
autour de l'industrie. Ça, on était dans le grand abandon. Toute la doctrine, toute l'idéologie, toute la presse était contre l'industrie il y a encore quelques années. Aujourd'hui, tout le monde est prêt à se rebattre pour l'industrie. Et puisque vous avez mentionné tout à l'heure le fait que la classe politique avait laissé tomber l'industrie, dois-je vous rappeler qu'en 1983, Jean-Pierre Chevènement, ministre de l'Industrie, a démissionné. Il a dit l'industrie dans ce pays est à 30% de la valeur ajoutée. Si nous continuons, bientôt, il n'y en aura plus. Et bien aujourd'hui, il y a moins de 13%. Qui avait vu juste? Donc vous dites Chevènement-Montebourg, même combat? Un peu, Philippe oui. de Sertine. Je pense quand même que le problème que nous avons est que précisément on n'est pas simplement dans de la communication, Madame la députée, pas simplement dans le fait qu'on porte un discours qui semble effectivement un discours qui redonne de l'allant. Je crois que oui, vraiment, nous devons avoir une stratégie. Et le problème de la stratégie, c'est que précisément quand on annonce une nationalisation et qu'on revient très vite, une nationalisation, il ne faut pas être opposé forcément au principe. C'est quelque chose qu'on pourrait envisager. Oui, enfin, oui, c'était pas vraiment peut-être le meilleur des exemples, mais enfin, on va dire, ça peut être envisagé, ça peut être envisagé parfaitement dans le cadre des armes que l'on peut mettre en œuvre dans le cadre d'une politique. Mais à ce moment-là, il faut vraiment avoir une politique, une stratégie définie, et surtout pas brandir, par exemple, cette arme-là ou cette possibilité, manifestement de manière non préparée, non concertée avec, on va dire, l'ensemble des autorités qui auraient pu appuyer cela. On n'avait pas quelque chose là qui est apparu précisément comme étant dans le sens d'une direction que l'on donnerait sur la sidérurgie française, sur un certain nombre d'axes forts dans lesquels on décide de se positionner. Je crois que le vrai problème, c'est celui-là, c'est celui que vous évoquiez tout à l'heure. C'est le message brouillé, c'est ça? Voilà, on navigue à vue et on répond au coup par coup. On a le sentiment parfois qu'il y a vraiment une sorte de lien entre la préoccupation politique et la vision à long terme stratégique qu'on doit absolument développer. C'est ça vraiment, à mon avis, que ressentent d'ailleurs les salariés de Florange en disant « mais on va où exactement? C'est quoi la finalité, quel va être réellement l'objectif de la France et de sa sidérurgie dans l'avenir ?» Guillaume Duval, une réaction très rapide parce qu'on doit... Juste un mot sur Ulcos. Donc il s'agissait de réussir à produire de l'acier en enfouissant le CO2 qui est généré par cette production. Ulcos. C'est effectivement une question centrale pour l'avenir de l'industrie en Europe. Si on n'est pas capable de mener ce type de projet, c'est-à-dire de faire en sorte qu'on ait une industrie qui pollue beaucoup moins que l'ancienne, on ne s'en sortira pas. Donc là, j'espère que François Hollande, sur cet aspect de cette il y aura une participation de l'État français, une participation européenne. Il faut 650 millions. Pour que ce projet avance et que la France soit dans la course là-dessus. Ulcos ne doit pas être mis à l'imparfait. C'est vraiment ça, un grand projet de l'Europe. Qui prendra plusieurs années. Et sur lequel un État peut se positionner. Et c'est vrai que là, quand Mittal dit « moi, je ne veux pas investir », c'est très bien, sauf qu'il n'aura pas le choix. Là, on doit être vraiment dans une logique qui n'est pas du tout une logique de négociation. Et là, on est vraiment dans la définition d'axes stratégiques. Ça a beaucoup plus de sens que d'essayer de, on va dire... Ulcos, axe stratégique de l'Europe. On termine cette première partie. On se retrouve juste après le journal pour la deuxième partie de la semaine de l'Écho. Restez avec nous.